Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module qui s'appelle Au-delà de la linéarité. Alors, on va commencer par dire pourquoi on veut aller au-delà de la linéarité. On a vu le modèle de régression linéaire, puis vous vous rappelez, la linéarité, c'est que c'est linéaire dans le fond en fonction des bêtas. Mais dans le fond, la vérité, c'est qu'elle n'est jamais linéaire, ou en tout cas presque jamais. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que l'hypothèse de linéarité, ben, c'est suffisant, mais c'est pas le cas pour certains d'autres types. Par exemple, pour des polynômes. De façon très simple, un polynôme. Donc, si vous voulez estimer des données qui ont été générées par un polynôme, ben forcément, la linéarité ne fonctionne pas. Parce qu'un polynôme, ce n'est pas linéaire, à part un polynôme de degré 1, sinon ce n'est pas linéaire. Il y a les fonctions en étage aussi. Des fonctions en étage, c'est vraiment, si jamais vous avez vos données qui sont sous ce format-là, vraiment en étage, ben ça non plus, on ne peut pas l'avoir par la linéarité. Puis on va en voir plein d'autres. Donc en fait, dans ce module-là, on va voir des méthodes, donc on appelle non linéaires, toutes celles-là, donc les polynômes, les fonctions en étage, les splines, régression locale, puis les modèles qu'on appelle GAM, les modèles additifs généralisés. Puis on va voir que ces modèles, ils apportent beaucoup plus de flexibilité sans perdre néanmoins la facilité et l'interprétabilité des modèles linéaires. Parce que c'est ça qu'on aime des modèles linéaires, c'est qu'ils sont très interprétables. Vous vous rappelez, avec les bêtas, on peut faire beaucoup de choses. Alors, on va commencer en premier, on va revenir sur la régression polynomiale. Celle-là, on l'a déjà vue, fait qu'on va repartir avec elle. Parfois, je vous le rappelle, une régression polynomiale, elle est sous cette forme-ci. Donc, dans le fond, ça ressemble vraiment à un modèle de régression linéaire. La seule différence, c'est qu'on va venir, oui, mettre notre variable xi, mais on va aussi venir mettre xi au carré, xi au cube, etc., jusqu'à xi à la puissance d. Fait qu'on vient vraiment mettre tout l'ensemble des termes que l'on pense importants. Euh, Ici, dans le fond, vous avez un exemple ici d'un polynôme de degré 4. Donc, je suis allé jusqu'à x à la 4. Puis, vous avez ici le wage, donc le salaire en fonction de l'âge. Puis ici, on a fait un modèle de degré 4 pour fitter sur nos données. Alors, un petit peu de détails sur la régression polynomiale. Fait qu'en fait, c'est assez simple, hein. En fait, on crée des nouvelles variables, hein. Fait qu'on l'a vu, on crée x1 qui est égal à x, puis x2 qui est égal à x2, etc., etc. Puis on traite ça dans le fond comme une régression linéaire multiple standard. Si jamais on veut prédire, ben c'est très simple. Si je veux prédire une nouvelle observation, par exemple à x0, ben mon f chapeau de x0, ça va être tout simplement mon calcul habituel, donc avec mes bêta chapeaux. Mais je vais utiliser donc ma forme polynomiale. Ça reste une régression linéaire, parce que quand on parle de régression linéaire, ça c'est important, on parle de régression linéaire en fonction de bêta. Ici, c'est bien linéaire en fonction des bêtas. Ma variable à la x4, c'est vrai, mais c'est toujours linéaire par rapport à chacun de mes bêtas. Et vous pouvez tout simplement obtenir ensuite de ça des variances. Donc, vous pouvez obtenir la variance de f chapeau de x0, puis ensuite de ça, faire même des intervalles de confiance si vous le souhaitez. Donc, c'est quand même très flexible, la régression polynomiale. Pour aller choisir le degré D, bon, ben, il y a plusieurs façons, vous le savez maintenant, hein. Vous pouvez utiliser la validation croisée. Donc, si vous utilisez la validation croisée, ben, vous pouvez faire donc la régression polynomiale pour plusieurs D, plusieurs puissances, puis vous allez voir avec l'erreur de test sur la validation croisée lequel qui est le meilleur. Alors, on va continuer un petit peu plus ce détail. On peut aussi faire la même chose, bien évidemment, avec la régression logistique. Donc, la régression logistique, par exemple, si je reprends mon exemple ici, si je prends mon wage, puis je vais dire, bon, ben, je vais aller regarder tous ceux qui sont plus grands que 250. On voit qu'il y a comme un espace ici de délimitation. Fait que je vais aller regarder 1, c'est ceux qui sont au-dessus, puis 0, c'est ceux qui sont en dessous. Fait que je crée une variable catégorique 0,1. Donc là, je me retrouve dans un contexte de régression logistique. Et regardez ici, sur ce graphique-là, j'en profite, je reste ici. Donc ici, c'est la probabilité que le wage, donc le salaire est plus grand que 250, sachant l'âge. Habituellement, vous vous rappelez, dans le fond, nous, on l'estime avec la régression logistique de cette façon-là, fait que sous cette forme-là. Ben là, on peut faire aussi des polynômes. Vous voyez ici, on va être capable aussi de faire une forme polynomiale. Alors, comment on fait? Ben, c'est très simple, hein. En fait, dans ma régression logistique, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Donc, j'ai mon lien logique ici. Vous vous rappelez, exponentielle sur 1 plus exponentielle. Sauf qu'à l'intérieur, ben, j'ai tout simplement ma forme polynomiale. On peut faire la même chose, on peut obtenir des intervalles de confiance, etc., etc. Fait qu'on est capable déjà, avec la régression polynomiale, de faire des choses quand même assez simples.
Maintenant, on va y aller avec les fonctions étagées. Donc, les fonctions étagées, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment des fonctions donc plateau. Pour faire des fonctions étagées, ben, c'est assez simple. En fait, on crée, on transforme la variable. Par exemple, on va dire, je crée ma première fonction étagée C1, c'est l'indicatrice, donc quand est-ce que x est plus petit que 35, donc c'est l'étage en dessous de 35. C2, ça va être quand mon x est entre 35 et 50, puis C3, ça va être quand mon x est plus grand que 65 par exemple. Bon, etc., etc. Fait que dans le fond, en faisant ça, ben, on crée ce qu'on appelle donc des fonctions étagées, et on peut venir faire une régression aussi standard dessus. Donc vous voyez ici, j'ai un bout ici plus petit que 30, j'ai l'autre bout et le dernier bout. Fait que je fais vraiment ici une fonction étagée. En anglais, on va dire piecewise, donc par morceau. Dans le fond, c'est linéaire par morceau. Alors, la suite pour les fonctions en étage, c'est très facile à travailler avec. Dans le fond, c'est juste de créer une série de variables factices et concrètes qui représentent chacun des groupes. Donc, c'est vraiment que chacune de nos variables x, vous l'avez vu ici, chacune de nos variables x, on les transforme en indicatrice 0, 1, selon qu'on est dans un intervalle ou l'autre. On peut aussi créer facilement des interactions qui sont faciles à interpréter. Ça, c'est intéressant. Par exemple, si on veut voir l'interaction entre l'année et l'âge, ben, je pourrais créer une indicatrice des années plus petites que 2005 fois l'âge. Donc ça va permettre vraiment, puis ben, à l'inverse, bien évidemment, l'autre, de l'autre côté, donc plus grand que 2005. Ça va permettre vraiment d'avoir différentes formes linéaires, dans le fond, dans chacune des catégories d'âge. Donc ça, c'est comme si on va chercher vraiment deux courbes de régression, dans le fond, selon l'âge. Vous allez avoir deux pentes différentes. Vous allez avoir une pente liée à l'âge plus petit que 2005, puis une pente liée à l'âge quand les années sont plus grandes que 2005. Bien évidemment, ici, la question la plus difficile, c'est le choix des points de coupe ou des nœuds. Ça peut être vraiment difficile à savoir quand est-ce qu'on coupe. Ici, j'ai pris plus grand et plus petit que 2005, mais dans le fond, c'est-tu la bonne chose à faire? Vous allez voir, on va voir les splines, justement. Les splines vont nous permettre comme ça de créer plus facilement comme des régressions comme ça par morceau. Alors, ce qu'on appelle régression par morceau, donc piecewise, c'est que au lieu d'un seul polynôme à x sur tout son domaine, donc sur toute la variable x, on peut créer en fait différents polynômes par région. Donc par exemple ici, je vais dire donc mon yi, ça va être un certain polynôme ici de degré 3, ici le premier, quand dans le fond mon xi est plus petit que c, puis ça va être un deuxième polynôme quand mon xi est plus grand que c. Et que ça vous imaginez, c'est que j'ai vraiment dans le fond, si je fais un petit dessin ici, si j'ai ma valeur de c ici, ça c'est x, ça c'est y, c'est que je vais avoir un premier polynôme avant de degré 3, fait que je sais pas trop combien ça vaut, par exemple ici, puis je vais en avoir un deuxième ici, de l'autre côté. Fait que je vais être capable comme ça d'avoir deux polynômes, un avant, puis un après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la régression par morceau. Encore une fois, il faut décider ici de la valeur de c. Bien évidemment, cette valeur-là est extrêmement importante à décider. Alors, regardez ici, il y a plusieurs exemples. On a ici, par exemple, la linear spline. Fait que ça, c'est vraiment, on a fait des linéaires. On va le voir tout à l'heure. C'est quoi linear spline? Ici, on a fait une piecewise cubique, donc c'est-à-dire par morceau. Donc ici, avant et après 50, on a fait une piecewise cubique. Donc j'ai d'abord un polynôme de degré cubique, donc 3 avant, puis j'en ai un autre après. OK? Ici, c'est la même chose, mais continuous. Fait continuous, je vous rappelle, une fonction elle est continue si en tout point, la limite à droite et à gauche vaut la même chose. Donc si vous voyez à 50, j'ai un polynôme cubique avant, un polynôme cubique après, mais ici, la grosse différence, c'est que ici, j'arrive à la même... je vais le faire en... Ici, j'arrive à la même valeur. Alors qu'ici, vous voyez, j'ai une différence. Ça, c'est pas continu, là. J'ai une différence entre mes deux polynômes à droite et à gauche. Alors, les splines, justement. On va voir c'est quoi les splines. Vous allez voir, c'est quelque chose de quand même utilisé en tout ce qui est non linéaire. Fait qu'une spline linéaire avec des nœuds, fait qu'on va avoir des nœuds. Donc, des nœuds, c'est vraiment des valeurs qu'on va appeler xk ici. Donc, on va en avoir k grands nœuds. Puis, en fait, une spline linéaire, c'est quoi par rapport à des nœuds? C'est un polynôme linéaire par morceau continu à chaque nœud. Donc, c'est que sur chacun des intervalles, dans le fond, on va avoir des régressions linéaires. C'est des polynômes linéaires par morceau, donc sur chacun des intervalles. Puis, c'est continu à chaque nœud. Ça, c'est important. Donc, continu à chaque nœud, je vous rappelle, c'est comme ici. Là. Si je reviens ici, ça, c'est continu ici. Vous voyez là, ça, c'est une spline linéaire. C'est continu. J'arrive à la même valeur ici. Et sous quelle forme ça va s'écrire le modèle? Mais il va s'écrire sous cette façon. Fait que mon yi, ça va être mon bêta 0 comme d'habitude, plus bêta 1 fois b1 de x1.
Donc là, on introduit des fonctions B, des fonctions qu'on va appeler de base. Bêta 2 fois B2, puis on va aller jusqu'à bêta K plus 1 fois BK plus 1. Puis comment ça fonctionne? En fait, c'est que les fonctions de base, elles sont définies de la telle sorte. B1 de x1, c'est x. Donc ça, c'est tout simplement vraiment comment dire? Ça, c'est la régression linéaire standard, bêta 0 plus bêta 1 x. Et ensuite de ça, ben, chacun des bêta k plus 1, ils s'écrivent de cette façon-là. Ça va être xi moins mon fameux xi de k. Donc ça va créer ça c'est vraiment mes intervalles. Ou nœuds, hein. Ça c'est vraiment ce qui va définir mes nœuds sur lesquels je découpe. Puis on va avoir ce qu'on appelle la fonction partie positive. Donc vous l'avez ici, la fonction partie positive, entre parenthèses plus, fait que vous voyez ici c'est xi moins xi de k partie positive. La partie positive, ben, tout simplement, ça vaut xi moins xi de k si xi est plus grand que xi de k et 0 sinon. Fait que c'est tout simplement la partie positive dans le fond. Alors voici un exemple ici, justement. Donc ici on vient de découper à 0.6. Et en fait, si je faisais une régression linéaire standard, j'aurais ici cette courbe en bleu. Mais le fait de faire un spline linéaire, ben en fait, je viens ici, donc sur le deuxième morceau à droite, je viens rajouter une forme, une droite dans le fond différente. Puis ça, c'est mon B de X ici. Fait que mon B de X avant, vous vous rappelez, avant ça vaut 0. Fait ici, oups, je vais refaire mieux. Alors, ici dans le fond, ça vaut 0, on l'a dit. Et ici, ça vaut, dans le fond, mon X moins 0.6. Et donc, on vient vraiment rajouter ce petit morceau ici. C'est continu, je vous le rappelle. Ici, c'est continu en 0.6, donc j'ai la même valeur par à gauche ou par à droite. Alors, ça, c'était les splines linéaires. Maintenant, on a les splines cubiques aussi. Fait qu'une spline cubique, c'est la même chose. J'ai des nœuds, encore une fois. Fait que j'ai des nœuds ici, xi de k. J'ai k grand nœud. Puis, en fait, c'est que je vais avoir des polynômes cubiques cette fois. Pour une spline cubique, je vais avoir des polynômes cubiques par morceau avec des dérivés continus jusqu'à l'ordre 2 à chaque nœud. Donc ça veut dire que oui, ma valeur vaut la même au nœud, mais aussi ma dérivée première et ma dérivée seconde. Puis encore une fois, on va pouvoir représenter dans le fond ce polynôme-là, cette spline-là cubique, sous la forme d'une régression linéaire standard. Fait que dans le fond, ça va être mon y, ça va être mon bêta 0, plus bêta 1, b1, plus bêta 2, b2, etc., jusqu'à bêta k plus 3, bk plus 3. Puis là, ben, c'est mes trois premiers, puisque c'est cubique, mes trois premiers ici, vous voyez. Donc B1, c'est la fonction normale, B2, c'est x au carré, puis B3, c'est x au cube. Puis chacun des B après, dans le fond, ça va être la partie positive, mais de la partie cubique cette fois. Donc vous voyez, ça se ressemble beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle la spline cubique. Alors voici un exemple ici. Encore une fois, regardez ma fonction B en dessous. Ici en 0.6, donc ça c'est mon nœud, 0.6, donc ça c'est mon xi de k ici. Avant, ben, je vaux 0 tout simplement. Donc avant ici, ça vaut 0. Puis là, ensuite de ça, ben, ça vaut mon donc x moins 0.6 au cube. Et donc là, vous voyez dans mon graphique en haut, ben, je me retrouve avec deux polynômes, un polynôme cubique avant et un polynôme cubique après. Et c'est continu. Donc c'est continu tout d'abord. Puis en plus, si je calculais mes dérivées premières et secondes à droite et à gauche, c'est aussi continu. C'est ça qu'on appelle une spline cubique. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on va avoir ce qu'on appelle les splines cubiques naturelles. Fait qu'une spline cubique naturelle, à la fois, elle extrapole linéairement au-delà des nœuds limites. Donc ça, c'est vraiment pour après, dans le fond. Qu'est-ce qui se passe après, là, sur les nœuds limites? Donc, quand je suis à l'extérieur, elle va aller vraiment extrapoler linéairement ce qui se passe. Ça va ajouter, en fait, des contraintes supplémentaires à nos nœuds. Fait que, fois, il va y avoir plus de degrés de liberté. Donc, ce qu'on appelle degré de liberté, c'est les paramètres à estimer. Il va y en avoir un petit peu plus. Sur ce graphique-là, vous avez les deux. Vous avez en bleu la spline cubique, puis en rouge, vous avez la spline cubique naturelle. Et vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup les deux. C'est juste que donc aux extrémités ici, on vient vraiment extrapoler linéairement notre spline cubique en spline cubique naturelle. Voilà pour ça. Alors, pour faire ça dans R, ben, c'est très simple. En fait, dans R, pour faire un ajustement de spline, on utilise la fonction BS.
Fait que BS, ça c'est pour faire des splines de n'importe quel degré. Vous allez voir, on va pouvoir lui définir le nombre de degrés. Donc par exemple, cubique, ça va être 3. Et NS, donc le N pour natural, ça va être vraiment pour les splines cubiques naturels, dans le package spline. Fait que dans le fond, on va être capable vraiment très facilement d'estimer des splines cubiques ou des splines cubiques naturels sur un jeu de. Alors les nœuds maintenant. Bon, on en a parlé un petit peu, mais dans le fond, pour décider du nombre de nœuds, bon, dans le fond, le cas, on l'a dit de manière générale depuis tout à l'heure, mais on va vouloir se poser la question réellement dans le fond des nœuds. Fait qu'une stratégie dans le fond qui consiste à décider de K, le nombre de nœuds, ça peut être de placer au quantile approprié du X observé. Donc c'est-à-dire qu'en bas, vous avez votre X, donc l'ensemble de vos données que peut prendre votre variable, puis les nœuds, dans le fond, ça pourrait être tout simplement au quantile. Donc si vous prenez 10 nœuds, par exemple, ben, vous allez placer au 10 quantile. Donc vous allez chercher au 10e percentile, au 20e percentile, au 30e percentile, etc. etc. Une spline cubique normale, pas naturelle, elle a K nœuds, dans le fond, à K plus 4 paramètres ou degrés de liberté. Alors qu'une spline naturelle, elle a K nœuds aussi, mais K degrés de liberté. Donc les degrés de liberté, c'est dans le fond le nombre de paramètres à estimer. Puis je vous rappelle pourquoi, c'est parce qu'une spline cubique, on le voit ici, je vais vous faire un rouge, une spline cubique naturelle, elle vient vraiment à la fin être plus linéaire. Donc vous voyez, elle a moins de paramètres à estimer versus par exemple la spline normale. Dans le fond, vous voyez ici, elle a plus de paramètres à venir estimer. Alors, maintenant, on va parler de lissage de spline. Donc, cette portion-là est un peu plus mathématique. Ce ne sera pas vraiment de la matière à l'examen, mais je veux quand même prendre le temps de vous l'expliquer. Fait que dans le fond, quand on fait une spline, ça revient à quoi? En fait, faire une spline, ça revient à dire que je vais minimiser un critère, comme d'habitude. Pardon, dans le fond, on vient toujours minimiser un critère. Donc ici, on vient minimiser sur G. Donc on va chercher la fonction G, telle que ici, la somme des différences au carré, donc entre yi ici et mon G de xi. Donc comme d'habitude, dans le fond, je veux minimiser ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le RSS, vous vous souvenez? Donc dans le fond, je viens minimiser ça. Donc c'est ça qu'on vient faire avec un spline, mais on vient rajouter, dans le fond, en lissant, on vient rajouter une contrainte. Regardez ici cette partie-là qu'on rajoute de contrainte. Donc on vient rajouter ici plus lambda fois l'intégrale de g'' au carré. Donc le deuxième terme, on appelle ça une pénalité de rugosité et de contrôle de degré d'agitation de g de x. Fait qu'en fait, si, un petit peu comme quand on faisait de la régression Ridge ou Lasso, en fait ce bout-là, ce bout-là ici, ça vient vraiment contrôler à quel point G est belle, entre guillemets, smooth, elle est lisse, ok? Ça vient vraiment contrôler ça. Puis lambda, ben, c'est un paramètre de réglage. Comme on avait l'habitude, je veux dire, lambda, ça ne change pas, c'est un paramètre de réglage qu'il va falloir bien évidemment décider. Quelque chose d'important, quand lambda est petit, donc plus lambda est petit, plus la fonction en fait est ondulée. Donc plus c'est petit, plus c'est ondulé la fonction. Puis ça finit dans le fond par interpoler toutes les y. Quand lambda vaut 0, en fait, ben, le G va passer par toutes les points, ce qu'on ne veut pas non plus. Quand lambda maintenant tend vers plus l'infini, donc il devient très très grand, ben, G devient complètement linéaire. En fait, ça devient vraiment une régression linéaire standard. Donc, vous voyez, on va osciller entre les deux, entre le fait de passer par l'ensemble de tous les points, ça c'est du surapprentissage, vers quand lambda est très grand, un G qui est linéaire, puis là c'est du sous-apprentissage. Alors, on va continuer la suite de ça. La fois la résolution, c'est une spline, donc une spline cubique naturelle avec un nœud à chaque valeur unique de xi. Donc si on l'estime, dans le fond, si on le résout, ce problème de minimisation, on va arriver à ça. La pénalité de rugosité, elle contrôle toujours la rugosité via lambda. Vous vous rappelez, on l'a dit. Puis dans le fond, un petit peu plus de détails sur ça, fait que les splines de lissage, elles évitent le problème de la sélection des nœuds. Ça, c'est un des avantages. On n'a pas besoin de se préoccuper de la sélection des nœuds avec les splines de lissage. En fait, elle nous laisse juste en choisir qu'un seul. Les détails algorithmiques, bien évidemment, sont trop complexes. Je vous l'ai dit, ça ne fera pas partie de la matière évaluation, mais on vous le donne quand même ici en information. Derrière, on a la fonction smooth.spline, donc qui fait un spline, donc smoother, de lisser. Puis ça va s'adapter dans le fond à ça. Ça va faire exactement ce que vous voulez. Pour choisir le lambda, donc là je vous donne quelques techniques pour le faire. Donc soit on peut vérifier dans le fond le degré de liberté df dans R au lieu de lambda. Donc quand on utilise la fonction smooth.spline, on lui donne d'abord deux variables, le x puis le y, puis on peut lui donner un degré de liberté tout simplement. Fait que c'est nous qu'on lui donne un degré de liberté, fait que là on n'a pas besoin de choisir de lambda. Si on lui donne un degré de liberté, ça vient automatiquement avec le lambda. Dans le fond, ça là, c'est exactement équivalent
ODF, hein, c'est la même chose. DF, c'est le nombre de degrés de liberté. C'est dans le fond le nombre de paramètres à estimer. Donc, vous vous rappelez, si lambda bouge, ben, d'un fond plus petit ou plus grand, ben, ça complexifie d'un fond la spline, et donc ça vient modifier le nombre de degrés de liberté. On peut aussi utiliser la validation croisée. Donc, la fonction, si vous utilisez la fonction smooth.spline, donc vous faites un spline lissé, vous donnez juste les deux variables x et y, ben, dans le fond, 100 mètres de coefficient, lui, il va faire une validation croisée, leave one out. Donc, vous vous rappelez, c'est une validation croisée, mais on vient tout le temps enlever une observation qu'on utilise pour tester. Ben, lui va faire automatiquement, dans le fond, cette validation croisée-là pour trouver le meilleur lambda avec vos données. Donc, voici un exemple ici, justement, sur les mêmes données encore. J'ai le salaire, wage, puis l'âge, ici. Puis, vous avez deux types de splines ici. Donc, en rouge, vous avez d'abord une spline ici à 16 degrés de liberté, donc ça veut dire 16 paramètres à estimer. Puis ici, en bleu, c'est celle où on aurait fait une validation croisée leave one out, donc on arrive à 6,8 degrés de liberté. Donc, vous voyez, on arrive quand même à des choses similaires. À l'œil, en tout cas, on arrive à deux courbes similaires. On voit que celle en rouge, elle permet d'aller quand même capturer un peu plus de points, puis c'est normal, elle a plus de degrés de liberté, donc c'est un polynôme un petit peu plus complexe. Alors, une autre des choses qu'on va voir aussi, c'est ce qu'on appelle la régression locale. Donc, la régression locale, en fait, ça c'est quoi? C'est une régression qui, avec une fonction de poids qui glisse. En fait, on a une fonction de poids qui glisse qui nous permet de séparer les estimations linéaires sur la plage de x par les moindres carrés pondérés. Donc, en fait, je vous l'explique rapidement, et on ne verra pas le détail technique, mais ici, regardez, on a deux exemples. Ici, je me place à cette valeur-là, mettons 0,04. Et en fait, ce qu'on va aller faire ici, vous voyez, j'ai comme une courbe ici, ou je vais aller prendre l'autre exemple ici, 0,42, mettons, j'ai comme une courbe ici. Ça, c'est la courbe, dans le fond, de l'ensemble des points. Donc, je regarde autour, c'est quoi mes points, puis je crée comme une densité. Donc, j'ai une densité ici. Et en fait, ma courbe de régression que je vais faire sur ma régression locale ici, donc vraiment localement ici, dans cet intervalle ici en jaune, je vais aller créer une régression locale. Donc, c'est ça que ça fait. La régression locale, c'est qu'on se place sur des petits intervalles à chaque fois, puis je viens créer une petite courbe de régression, puis je mets tout ça bout à bout. C'est ça que ça fait une régression locale. En R, on peut utiliser la fonction loss qui permet de faire la régression locale. Donc ça, c'est une autre technique de méthode non linéaire. Et en fait, donc pour terminer, le troisième, c'est ce qu'on appelle le dernier, pardon, c'est ce qu'on appelle les GAM, donc les modèles généralisés additifs. Ça permet une non-linéarité très flexible dans plusieurs variables. Mais ça conserve quand même la structure additive. Fait que dans le fond, c'est que je reprends encore une fois mon y, je veux dire c'est un bêta 0, plus une certaine fonction f1 de x1, une certaine fonction f2 de x2, etc. jusqu'à fp de xp. Fait que vous voyez, on est capable comme ça de créer, vraiment, pour chacune des variables, en fait, de créer une partie non linéaire. Donc vous regardez, c'est toujours la même chose. Ici, j'ai trois variables, année, âge, éducation. Donc les deux premières sont numériques et la troisième est catégorique. Fait que pour la première, years, fait que ça c'est comme mon f1, ben vous voyez, il m'estime une fonction f1, donc il ressemble vraiment à une spline, mais c'est seulement pour ma variable année. Pour l'âge, on fait la même chose. Je viens estimer comme ça, comme une spline, donc ça c'est mon f2 ici. Et pour éducation, regardez, c'est une variable catégorique, ben il vient me créer dans le fond des intervalles ici différents pour chacune de mes catégories d'éducation. Fait que vous voyez, même mon f3, qui correspond vraiment à régression linéaire standard, dans le fond, vous vous rappelez, c'est un coefficient différent par modalité. Ben ici, dans le fond, ça nous crée vraiment la même chose, mais en version non linéaire. Fait que ça, c'est très utile, ces modèles-là, les modèles GAM, parce que ça permet justement d'intégrer plusieurs variables, puis d'avoir des formes linéaires différentes par variable, mais de conserver quand même la forme linéaire. Vous voyez, j'ai la forme linéaire dans les variables, mais le lien entre chaque variable et la variable réponse est non linéaire. Fait que voilà pour les modèles donc non linéaires. On en a vu plusieurs. Dans le fond, c'est vraiment plus une boîte à outils, hein, ce module-là. On vous montre quelques techniques de méthodes non linéaires qu'on peut utiliser. Vous allez voir les exemples dans R ou dans les exercices de comment appliquer tout cela.